Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous interpréterons dans cet épisode est le livre classique El Camino Menos Transitado, Una Nueva Psicología del Amor, Los Valores Tradicional y el Crecimiento Espiritual dans le domaine de la psychologie. Avant de présenter ce livre, comprenons d'abord le contexte de l'époque où ce livre est né. Dans les années 1970, les États-Unis étaient embourbés dans la crise économique et la guerre du Vietnam, et l'esprit national tout entier était déprimé. Même le président américain de l'époque, Carter, s'en inquiétait, affirmant que les Américains avaient besoin d'un salut spirituel. À cette époque, un psychiatre envisageait de se présenter à la présidence des États-Unis pour tenter de « sauver l'esprit national ». Il était l'auteur de ce livre, Parker. Bien qu'il ne se soit pas présenté à la présidence par la suite, son livre est en fait devenu une nourriture spirituelle pour les gens après sa publication en 1978. La lecture de ce livre est même devenue une tendance sociale pendant un temps. Si l'un de vos amis autour de vous fronce les sourcils, offrez-lui ce livre. Alors, de quoi parle ce livre? Pour parler franchement, il explique comment nous pouvons devenir des personnes mentalement mûres. Cette question a toujours été au centre des préoccupations des philosophes et des psychologues. Par exemple, chez Platon, une personne mûre est une personne capable de contrôler ses passions, de transcender ses émotions et qui est complètement rationnelle, appelé roi philosophe. Chez Confucius en Chine, il est une personne avec des normes morales élevées est appelé un saint. Selon Adler, c'est une personne qui peut surmonter son complexe d'infériorité. Selon Maslow, c'est une personne qui peut pleinement réaliser son potentiel. Différent de ces visions légèrement abstraites, l'auteur de ce livre a une vision très terre à accent grave terre. Il dit qu'une personne mûre est une personne qui ose affronter la réalité. Pensez-vous que ce point de vue est trop courant? En effet, de nombreuses personnes ont dit des choses similaires, comme le philosophe danois Kierkegaard, qui le croyait également. Cependant, contrairement à Kierkegaard, qui a vu clairement la cruelle réalité et est devenu désespéré et triste, l'auteur de ce livre ne croit pas seulement fermement à la cruelle réalité. Réalité, il a une signification positive et croit fermement que chacun est né avec la capacité et la sagesse de faire face à la réalité. C'est une raison importante pour laquelle ce livre touche toujours le cœur des gens même après 40 ans. L'auteur de ce livre est Scott Pike. Il est psychiatre, auteur à succès, penseur et professeur spirituel. Lorsqu'il était enfant, il était impressionnant de trop réfléchir et d'être insouciant. Lorsqu'il était au collège, il préférait rester dans un hôpital psychiatrique plutôt que de retourner dans le collège privé organisé par ses parents pour accéder directement aux prestigieuses études américaines. École. Après avoir obtenu son diplôme de l'université de Harvard, Parker est devenu médecin militaire pour ne pas dépendre de sa famille. Il était en poste à Okinawa et s'est opposé à la guerre du Vietnam. Plus tard, il a ouvert sa propre clinique, puis a écrit des livres et donné des conférences. De nouvelles idées ont émergé. L'un après l'autre et il est devenu célèbre dans le monde entier. Il a publié 15 livres au cours de sa vie, dont 3 avaient pour titre « La route la moins fréquentée », qui traitait de la maturité mentale, de la confrontation au mensonge et de la victoire sur l'anxiété. Mais il est surtout connu pour son premier livre, celui que nous interprétons dans ce numéro. Ensuite, je vais vous expliquer en détail les points clés de ce livre. Jetons un coup d'œil aux méthodes, à la motivation, à la résistance et au pouvoir ultime pour surmonter les difficultés de la vie et promouvoir la maturité mentale, et pourquoi on dit que la maturité mentale est un chemin que peu de gens empruntent. Première partie. Examinons d'abord le premier point, 4 façons de surmonter les difficultés de la vie et de promouvoir la maturité mentale. La première phrase du premier chapitre de Parker a conquis le cœur de nombreuses personnes, la vie est difficile, ce qui signifie que tous les êtres vivants souffrent. Pike a déclaré que c'était la plus grande vérité au monde et qu'elle devait être comprise en profondeur. Alors, que signifie avoir une compréhension profonde? Nous pouvons l'envisager sous 2 angles, la nécessité et la rigueur. Le premier est l'inévitabilité, ce qui signifie que la vie doit être amère et personne n'est à l'abri. Les pauvres seront heureux et les riches seront malades. Le deuxième est la minutie, ce qui signifie que la vie sera toujours confrontée à des difficultés partout, et si le problème est résolu, de nouveaux apparaîtront. Le problème durera jusqu'à la fin de la vie, alors ne vous attendez pas à pouvoir le résoudre une fois pour toutes. Eh bien, c'est vrai que la vie est pleine d'épreuves, mais à quoi ça sert de savoir cela? Cela rend les gens désespérés. Si nous posons de telles questions, Parker nous donnera un avertissement. Il a déclaré que les gens qui comprennent cela non seulement ne désespéreront pas, mais atteindront également la transcendance dans la vie. Puisque les difficultés sont le destin, surmonter les difficultés doit aussi être le destin. Ce n'est pas seulement le destin, mais aussi l'instinct. Tout comme les oiseaux ont l'instinct de voler, les gens naissent aussi avec la capacité de surmonter les difficultés de la vie. Il a une métaphore vivante comme celle-ci. Il a dit que la vie est comme une école. Les écoles posent divers problèmes difficiles pour former les capacités des élèves. La vie est pleine de diverses difficultés pour aiguiser notre esprit. Si nous avons peur de la douleur et évitons les problèmes, nous le ferons, l'esprit ne sera pas exercé et restera toujours au stade infantile. C'est la racine de la maladie mentale humaine. À ce stade,
Parker a établi son propre bagage théorique. D'une part, la vie est forcément pleine de difficultés. D'autre part, les gens naissent aussi avec la capacité de surmonter les difficultés. Grâce à cette façon de risquer la mort et de survivre, Parker a ravivé l'esprit combatif de la vie, car surmonter les difficultés c'est ce pourquoi nous sommes nés en tant qu'êtres humains. Mais la combativité seule ne suffit pas, existe-t-il un moyen de résoudre le problème? Parker a dit, oui, c'est de l'autodiscipline. L'autodiscipline comprend 4 principes, le premier consiste à retarder la gratification, le deuxième à prendre ses responsabilités, le troisième à respecter les faits et le quatrième à maintenir l'équilibre. Parker prévient que ces 4 principes ne fonctionnent que pour ceux qui sont prêts à affronter les problèmes et à affronter la douleur. Ces 4 principes n'ont aucun sens pour ceux qui évitent la douleur. Voyons comment Parker explique ces 4 principes. Le premier est la gratification différée. Par exemple, une femme est venue voir Parker et lui a dit qu'elle voulait se débarrasser de sa procrastination au travail. Parker a fait beaucoup de travail, notamment en analysant son attitude envers son patron, en analysant son point de vue sur l'autorité, etc. mais rien n'a fonctionné. Effet. Plus tard, Pike a demandé à la dame comment elle avait mangé le gâteau, doit-elle d'abord manger la crème ou le gâteau? La dame a dit qu'elle mangerait bien sur la crème en premier. En fait, c'est exactement le nœud du problème. Cette femme travaille 7 heures par jour. Elle fera les choses faciles pendant la première heure, passera les 6 heures restantes dans la douleur et l'irritation et reportera les choses difficiles jusqu'à la fin. Pike a fait un calcul pour elle, si elle faisait d'abord la chose facile, ce serait 1 heure de bonheur et 6 heures de douleur, mais si elle faisait d'abord la chose difficile, ce serait 1 heure de douleur et 6 heures de bonheur. Lequel est le plus important? Quelle est la bonne affaire? Ce dernier plan est une gratification différée. Pour parler franchement, il est d'abord amer puis doux. Parker n'a-t-il pas dit que la vie est pleine de souffrances de toutes sortes? Certaines sont plus douloureuses et d'autres moins douloureuses. Ce principe de gratification différée nous oblige à trier le degré de douleur et à résoudre d'abord celles qui souffrent le plus, puis celles qui souffrent le moins et enfin les plus faciles. En apparence, il s'agit de savoir qui vient en premier, la douleur ou le bonheur, mais d'un point de vue psychologique, il s'agit de savoir si la douleur apporte le bonheur ou si le bonheur apporte la douleur. Par conséquent, si nous utilisons mieux le principe de gratification différée, plus nous pouvons nous contrôler, plus notre esprit sera mature. La gratification différée précédente consiste à classer le degré de douleur et à résoudre en premier celui qui est le plus douloureux, tandis que prendre la responsabilité consiste à distinguer quel problème est le vôtre et quel problème est celui de quelqu'un d'autre. Résolvez vos propres problèmes par vous-même et ne vous dérobez pas responsabilité. Le deuxième principe est donc d'assumer ses responsabilités. Parker s'est cité en exemple, lorsqu'il était psychiatre, il voulait faire de plus grands progrès, il recevait donc des patients 2 ou 3 fois par semaine, alors que d'autres collègues ne recevaient des patients qu'1 fois par semaine. À 16 heures. Après le travail, Parker a dû travailler jusqu'à 8 ou 9 heures du soir. Il se sentait très fatigué et mal à l'aise, alors il a couru vers le directeur de la clinique externe et lui a dit « J'ai des ennuis ». Le directeur de la clinique externe était également très prévenant et a dit « Oui, Parker, vous avez des ennuis ». Pike a poursuivi « J'ai des ennuis ». Le réalisateur a répété comme un répétiteur « Oui, vous avez effectivement des ennuis ». Pike était très en colère, sentant que le directeur était tout simplement déconcerté et ses subordonnés lui donnaient il a dit qu'il avait des ennuis ou qu'il avait rencontré un problème, pourquoi n'a-t-il pas aidé à le résoudre? Parker est parti en colère. Il lui a fallu beaucoup de temps pour se rendre compte que le problème venait de lui-même et non des autres, car il pouvait décider du nombre de patients par semaine qu'il souhaitait. Au lieu de réfléchir à ses propres problèmes, il a transféré la responsabilité sur les autres. J'espère que quelqu'un d'autre pourra l'aider à le résoudre. Grâce aux 2 principes de gratification différée et de prise de responsabilité, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes dans la vie, nous savons qu'il faut d'abord résoudre nos propres problèmes, les plus douloureux. Mais que se passe-t-il si ce problème est inexact? Par exemple, en raison d'une enfance malheureuse, une personne en est venue au concept « Je ne peux pas faire confiance à mes parents, ils ne sont pas dignes de confiance ». C'était pragmatique à l'époque. Plus tard, l'environnement a changé, mais son concept n'a pas changé. Il a persisté. Penser « Je ne peux faire confiance à personne, personne n'est fiable » n'est pas vrai. Ce concept inexact lui fera rencontrer de nombreux problèmes dans sa vie. Nous avons donc également besoin d'un troisième principe, celui du respect des faits. Le monde est en constante évolution et nous devons ajuster nos concepts en temps opportun et rechercher la vérité dans les faits. Le dernier principe est de maintenir l'équilibre, et la clé pour y parvenir est d'abandonner. C'est plus abstrait. Par exemple, Parker se souvient que lorsqu'il avait 9 ans, il faisait du vélo pour s'amuser. Afin de profiter du frisson de la descente, il ne ralentissait pas. En conséquence, il tombait au virage. Et a été couvert de blessures. Le vélo tout neuf a également été déformé. Cela signifie que vous ne savez pas comment maintenir l'équilibre et que vous ne savez pas comment abandonner. Même si ralentir réduira le plaisir,
la douleur causée par une chute sera plus grande. La clé pour maintenir l'équilibre est d'abandonner. Beaucoup de gens ne peuvent pas maintenir l'équilibre parce qu'ils ne peuvent pas supporter la douleur d'abandonner, comme renoncer d'abord à manger du beurre, renoncer à compter sur les autres, abandonner des idées profondément enracinées, etc. causer de la douleur, mais évitez-les. Sans douleur, l'esprit ne peut pas mûrir. C'est le premier point important de ce livre. La vie est pleine d'épreuves, et les 4 principes d'autodiscipline nous aident à surmonter les difficultés. Ces 4 principes sont la gratification différée, la prise de responsabilité, le respect des faits et le maintien de l'équilibre. La seconde partie. Avons-nous vraiment la motivation nécessaire pour surmonter les difficultés de la vie? Quelle est la résistance? Examinons ensuite le deuxième point, la motivation et la résistance pour surmonter les difficultés de la vie et promouvoir la maturité mentale. Pike a dit que ce qui nous pousse à surmonter les difficultés, c'est l'amour. Alors, qu'est-ce que l'amour? Le psychologue et philosophe Fromm a également écrit un livre spécialement à cet effet intitulé « L'art d'aimer ». Dans cette œuvre classique, Fromm a libéré l'amour des pulsions et instincts sexuels étroits, arguant que, si nous ne nous efforçons pas de développer toute notre personnalité et d'atteindre ainsi une tendance créatrice, toute tentative d'aimer échouera. Un peu similaire au point de vue de Fromm, Pike a déclaré « L'amour est un désir de s'améliorer afin de promouvoir la maturité mentale de soi-même et des autres. » Cependant, il existe des différences. Fromm considérait les humains comme des animaux sociaux. Dans l'analyse, Parker est parti du point de vue de l'auto-amélioration humaine, soulignant que la motivation et le but de l'amour sont indissociables de la maturité mentale. En d'autres termes, pour Parker, tout amour qui ne vise pas la maturité mentale est un hooliganisme. Au contraire, tout véritable amour favorisera inévitablement la maturité mentale. Regardons d'abord le premier, tout amour qui ne vise pas la maturité spirituelle est un voyou. Le bâton de Pike renversera de nombreux bateaux d'amour. Par exemple, l'amour passionné, quand tout le monde est amoureux à mort, a dit Pike, réveillez-vous, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'instinct, c'est une impulsion sexuelle. C'est quelque chose d'instinctif, sans parler des humains, d'autres animaux peuvent le faire, et cela ne demande aucun effort, alors comment peut-on considérer cela comme de l'amour? Non seulement cela, Pike a même dit qu'un tel amour passionné est une dégénérescence de l'esprit. Qu'est-ce que la dégénérescence? Lorsque nous tombons amoureux, ne nous sentons-nous pas particulièrement puissants et puissants, n'avons-nous pas le serment l'un de l'autre? Parker a dit que tout cela n'était qu'une illusion, tout comme un enfant de 2 ans fantasmant sur le fait d'être un surhomme. C'était un bref effondrement des limites de soi et se laisser emporter par l'amour. C'est pourquoi beaucoup de gens s'écrieront une fois la passion retombée, « Oh mon Dieu, comment pourrais-je tomber amoureux d'une telle personne ?» Cependant, Parker a également spécifiquement déclaré que bien que l'amour passionné ne soit pas le véritable amour, ni une condition préalable au véritable amour, les gens peuvent toujours allumer le feu du véritable amour qui favorise la maturité mentale des 2 parties sous la collision de l'amour passionné. Après avoir expulsé l'amour passionné des rangs de l'amour véritable, Parker a ensuite adressé ses critiques à l'amour sacrificiel. Parker a enregistré un cas dans le livre. Il y avait un pasteur dont les membres de la famille étaient tous malades. Sa femme souffrait de dépression chronique et ses 2 fils ont abandonné leurs études. Le pasteur était très affligé et ne savait pas quel était le problème. S'aimait beaucoup. Il s'inquiète pour sa famille, fait la lessive, cuisine et nettoie la maison, fait tout dans son travail et sa vie, et fait de son mieux pour répondre aux besoins de chacun. L'amour désintéressé du pasteur vous semble-t-il formidable? Pike a dit très durement que le pasteur avait pris en charge la vie de sa famille et avait fait toutes sortes d'efforts pour satisfaire les besoins psychologiques de sa propre image de bonne personne. Il ne prenait pas du tout au sérieux la maturité mentale de sa femme et de son fils. Ce n'est certainement pas vrai. Plus tard, sous les conseils de Pike, le pasteur a joué le rôle d'un « méchant », par exemple, il a arrêté d'aider sa femme et son fils à nettoyer la maison, a laissé sa femme aller seule à l'opéra et a laissé son fils gagner sa propre subsistance. Etc. Plus tard, ses fils de retour à l'université, sa femme a appris à être seule et le pasteur lui-même est devenu plus productif. De cette façon, le fils, la femme et le pasteur ont tous grandi mentalement. Le véritable amour n'est en aucun cas un don sans principe et inconditionnel, il doit également inclure des conflits nécessaires, un rejet décisif et une critique sévère. Il existe aussi une sorte d'amour voyou, plus subtil, qui n'affaiblit pas l'esprit de l'autre, mais refuse la croissance de son propre esprit, c'est l'amour exprimé sous forme de dépendance. Cela peut provoquer des malentendus. Laissez-moi d'abord vous expliquer. Tout le monde a une mentalité de dépendance. C'est normal. Cependant, si la dépendance dépasse une certaine limite et qu'une personne est contrôlée par la dépendance, il s'agit d'une dépendance pathologique. Les mantras de la dépendance morbide sont généralement « je ne peux pas vivre sans lui, à quoi ça sert ma vie ?» Ces mots ressemblent beaucoup à l'amour, mais il s'agit en fait d'une relation parasitaire. Sa vie et sa valeur sur les autres. Ces personnes perdent généralement soudainement les compétences de vie qu'elles possédaient autrefois après avoir trouvé quelqu'un sur qui compter,
comme par exemple ne plus être soudainement capable de dévisser les bouchons des bouteilles, soudainement ne plus être capable de conduire, etc. Parce que dans le processus de dépendance, l'esprit ne mûrit pas mais dégénère, il deviendra donc de plus en plus incapable de supporter la solitude. Après avoir perdu l'objet de la dépendance, soit il cherchera la mort et survivra, soit il deviendra dépendant des autres à court terme. Eh bien, l'amour passionné n'est pas l'amour, le sacrifice de soi n'est pas l'amour, la dépendance pathologique n'est pas l'amour, ceci n'est pas l'amour, cela n'est pas l'amour, qu'est-ce que l'amour exactement? Regardons une autre phrase de Parker, tout véritable amour favorisera inévitablement la maturité mentale. Utilisons les exemples mentionnés dans le livre pour comprendre ce qu'il a dit. Parker est allé un jour écouter un discours d'un personnage bien connu. Même si la température était très basse à ce moment-là, il a écouté si sérieusement qu'il transpirait abondamment. Bien sûr, il a beaucoup gagné. Contrairement à lui, de nombreuses personnes ont estimé que ce discours il n'y a pas de contenu. Pourquoi Parker a-t-il gagné quelque chose et grandi mentalement? Pike a dit que c'était à cause de l'amour. Vous pensez peut-être que cette raison est trop étrange, mais si nous la comprenons en référence à la définition de l'amour de Parker, elle a du sens. Pike a déclaré, l'amour est une volonté de s'améliorer afin de promouvoir la maturité mentale de soi-même et des autres. Alors, Pike a-t-il la volonté de s'améliorer? Cette intention a-t-elle favorisé sa maturité mentale? Bien sûr, Parker voulait tirer quelque chose de son discours, et cette intention s'est ensuite transformée en action concrète, l'incitant à se préparer pleinement avant d'écouter la conférence et à se concentrer pendant le processus d'écoute. Mentalement? Par conséquent, le véritable amour n'est pas une curiosité soudaine, mais une sagesse réfléchie. Puisque le moteur de la maturité mentale est l'amour, quelle est la résistance? La résistance, dit Pike, est la paresse. Trop paresseux pour écouter, trop paresseux pour voir, trop paresseux pour penser. La paresse fait que les gens restent immobiles et ne veulent pas progresser. C'est en effet une résistance à la maturité mentale. N'est-il pas bien d'être occupé toute la journée? Non, Parker a déclaré que les personnes qui travaillent 24 heures sur 24 peuvent aussi être paresseuses, car elles ne réfléchissent pas sérieusement et sont simplement occupées. Lee Jun, le fondateur de Xiaomi Technologies, a quelque chose de similaire à cela. Il a déclaré, n'utilisez pas la diligence tactique pour dissimuler la paresse stratégique. Par conséquent, la paresse n'a rien à voir avec le temps passé, mais à quelque chose. Les gens paresseux ont toujours peur d'essayer de nouvelles choses et de changer parce qu'essayer et changer demande des efforts. Non seulement cela, Pike a également souligné que les gens sont intrinsèquement paresseux et que peu importe qui ils sont, ils ressentiront toujours la paresse cachée en eux à un moment donné. Parker a raison. Des chercheurs de l'Université de Columbia ont récemment publié un article dans la revue Neuropsychologie, affirmant que notre cerveau est programmé pour être immobile, ce qui peut être lié à la transition d'une personne d'un état paresseux à un état actif. Le cerveau a besoin de mettre dans plus d'efforts. Mais ne vous laissez pas intimider par votre paresse naturelle, car nous avons toujours le pouvoir de l'amour qui favorise la maturité mentale. Parfois, la paresse prévaut, alors nous avons tendance à nous amuser, à éviter la douleur et même à inventer des mensonges pour rendre la paresse raisonnable, mais si le pouvoir de l'amour prévaut, nous avons tendance à changer et à progresser, aspirant à des domaines nouveaux et inconnus, acceptant les défis. Prenez des risques et devenez de plus en plus mature mentalement. Cette partie dit que la motivation pour surmonter les difficultés est l'amour et que la résistance est la paresse. Parker a souligné à plusieurs reprises que le véritable amour est une volonté de s'améliorer soi-même et d'améliorer les autres afin de promouvoir la maturité mentale. Le contraire de l'amour est la paresse. Il convient de noter que la paresse fait ici référence à la force négative qui entrave la maturité mentale. La troisième partie. Mais l'amour seul ne suffit pas pour vaincre complètement la vie difficile. L'amour ne fournit qu'une motivation externe. Si nous n'avons pas la capacité potentielle de surmonter les difficultés, aussi suffisantes soient-elles, alors nous le ferons. Le pouvoir ultime pour surmonter les difficultés de la vie est promouvoir la maturité mentale, et pourquoi la maturité mentale est-elle le chemin le moins fréquenté? En guise d'aperçu, Pike a déclaré que le pouvoir ultime est l'esprit subconscient et que le chemin vers la maturité mentale est un chemin vers la compréhension de l'esprit subconscient et un chemin de retour vers soi-même. Cette partie du contenu est relativement abstraite et controversée. Ci-dessous, voyons comment Parker est arrivé à ses conclusions, étape par étape. Le mot-clé dans le livre de Parker est maturité mentale. Alors, que signifie exactement être mentalement mature? Parker a dit que la maturité mentale est en fait la croissance de la conscience, qui consiste à recomprendre des choses que le subconscient a déjà connues. N'est-ce pas un peu compliqué? Comprenons un par un. Tout d'abord, Pike assimilait directement l'esprit à la conscience et croyait que les deux étaient la même chose. Il a donc dit que la maturité de l'esprit est égale à la croissance de la conscience. Deuxièmement, Parker a dit que la croissance de la conscience équivaut à la recompréhension du subconscient. Il s'agit d'une énorme quantité d'informations. Qu'est-ce que la recompréhension du subconscient? L'implication est que l'esprit subconscient sait déjà tout,
qu'il est omniscient et omnipotent, et qu'il est la source ultime de connaissance et de pouvoir. Ce point de vue n'est en fait pas nouveau et remonte à l'ancien philosophe grec Platon. Platon a un point de vue particulièrement célèbre appelé « la connaissance et la mémoire », ce qui signifie que lorsque nous apprenons des connaissances, nous n'apprenons pas de nouvelles choses, mais nous rappelons des choses que nous possédons déjà. Plus tard, cette vision philosophique ancienne a été reprise dans le domaine de la psychologie, sous la direction de Jung, psychologue suisse et fondateur de la psychologie analytique. Jung a eu une métaphore sur le subconscient qui ressemble à ceci. Il a comparé notre monde spirituel à une île. La partie au-dessus de l'eau est appelée conscience. La partie sous l'eau qui disparaît et apparaît à cause du vent et des vagues est appelée le subconscient personnel. La partie inférieure est appelée le subconscient personnel, la partie invisible est le subconscient collectif. Une grande partie de la sagesse humaine que nous ignorons est cachée dans notre subconscient collectif. C'est la force ultime qui guide notre pensée et notre comportement. Par conséquent, le point de vue de Parker a un fondement philosophique profond et un héritage psychologique. Cependant, celles-ci sont trop abstraites. Y a-t-il quelque chose qui puisse prouver l'existence d'un subconscient puissant? Oui, les psychanalystes considèrent généralement les rêves, les pensées distrayantes et les fuites de mots comme des manifestations de l'esprit subconscient. Surtout lorsqu'ils traitent des patients atteints de maladies mentales, ils pensent que ces signaux subconscients indiquent souvent la direction du traitement. Cependant, Pike est allé plus loin et a tourné son regard curieux vers ce que nous appelons habituellement la chance de merde et l'accidentalité. Il pense que la malchance d'une personne peut en effet être une coïncidence, mais si une personne a de la malchance plusieurs fois de suite, cela ne peut pas s'expliquer par le hasard, tout comme une personne qui gagne un jackpot une fois est une malchance, plusieurs fois d'affilée. Gagner le jackpot doit avoir lieu pour une raison. Par exemple, Parker a mentionné dans le livre qu'il y avait un garçon de 14 ans dont la mère est décédée subitement en novembre alors qu'il avait 8 ans. À partir de ce moment-là, divers accidents se sont produits chaque mois de novembre, notamment une fracture d'un bras ou une commotion cérébrale. Quoi qu'il en soit, j'ai failli être battu de la tête aux pieds. Nous nous demandons généralement pourquoi cet enfant est si malchanceux, mais ce qui intéresse davantage Parker, c'est que malgré des accidents constants, cet enfant malchanceux s'est échappé de sa naissance à maintes reprises et est toujours sain et sauf. Une sorte de pouvoir qui persiste, une résistance? Parker a appelé cette puissante résistance le pouvoir du subconscient. Parker a utilisé cet exemple miraculeux pour illustrer qu'il existe en nous un subconscient omniscient et omnipotent, mystérieux et imprévisible. En fait, ce n'est pas tant le mystère du subconscient qu'il existe encore de nombreux aspects inconnus du cerveau que nous ignorons, et ces aspects inconnus ont un impact puissant sur notre pensée et notre comportement. De ce point de vue, il est toujours logique que plus nous en savons sur le subconscient, plus notre conscience grandira et notre esprit deviendra plus mature. Alors, comment pouvons-nous comprendre le subconscient? Pike a déclaré qu'en affrontant la réalité, on peut surmonter les difficultés de la vie. Comment comprendre cela? Vous vous souvenez de la métaphore de Pike sur l'école plus tôt? Il a dit que nous avons nous-mêmes une capacité de réflexion, mais qu'elle ne peut être découverte que grâce à une formation à la résolution de problèmes à l'école. De même, notre subconscient lui-même possède une sagesse et un pouvoir puissant, mais cela ne peut être découvert qu'en résolvant les problèmes de la vie. Cette situation est comme lorsque nous voyons une photo et pensons à quelqu'un, c'est dans notre tête, mais nous avons besoin de quelque chose de réaliste pour la réveiller. Par conséquent, la vision subconsciente de l'omniscience de Parker donne aux gens le pouvoir ultime, il n'y a rien à craindre de ces problèmes dans la vie, nous avons déjà le potentiel de résoudre ces problèmes. D'un autre côté, si nous nous échappons de la réalité et ne la reconnaissons pas, c'est-à-dire si nous ne permettons pas à des informations réalistes d'activer le puissant subconscient, alors notre esprit ne sera pas exercé, notre compréhension du monde deviendra de moins en moins grande. Et nos paroles et nos actions deviendront de moins en moins maladroites. Si cela est irréaliste et se développe dans une certaine mesure, cela provoquera de graves maladies mentales. À ce stade, nous pouvons comprendre le parcours de maturité mentale en général. Le voyage vers la maturité mentale est en réalité le processus de stimulation de notre propre potentiel en surmontant constamment les difficultés de la vie. Parce que cette route est pleine de difficultés, beaucoup de gens ne peuvent pas insister pour l'emprunter, donc plus ils reculent, moins il y a de monde. C'est une route rarement parcourue. Cependant, n'oubliez pas que Parker a déclaré que chacun de nous a le même potentiel de croissance et que tant que nous aurons le courage de relever des défis, nous finirons par atteindre un nouveau domaine dans la vie. Ensuite, permettez-moi de résumer brièvement les 3 contenus importants de ce livre. Premièrement, la vie est pleine de difficultés et les 4 principes de l'autodiscipline nous aident à surmonter les difficultés. Le premier est de retarder la gratification, le deuxième est de prendre ses responsabilités et le troisième est de retarder la gratification. Le troisième est de respecter les faits et le quatrième est de maintenir l'équilibre. Deuxièmement, dans le processus de surmonter les difficultés de la vie et de promouvoir la maturité mentale, l'amour et la force motrice et la paresse et la résistance. Troisièmement, face à une vie difficile, le subconscient est le pouvoir ultime, le voyage vers la maturité mentale est un chemin moins fréquenté. Ce qui précède constitue le contenu principal de ce livre.
En tant que livre d'auto-assistance psychologique publié en 1978, les gens en parlent encore aujourd'hui, ce qui est un phénomène intéressant, car sur la base du seul contenu du livre, il a en fait une réputation mitigée. Ce livre présente certaines lacunes intellectuelles, comme l'attribution de diverses maladies mentales à l'éducation familiale, l'abus de la théorie de l'évolution et de la deuxième loi de la thermodynamique, et l'affirmation sans fondement que toutes les maladies sont des maladies mentales, etc. Et pas seulement cela, il y en a dans le livre. Les idées sont surprenantes, comme la conviction de l'auteur selon laquelle les psychothérapeutes peuvent entretenir une relation intime avec leurs patients en fonction des besoins du traitement. Bien que l'auteur ait reçu une formation systématique en psychiatrie, il ne cache pas ses opinions religieuses dans le livre, affirmant que le subconscient est l'incarnation de Dieu. En raison des opinions religieuses contenues dans le livre a été refusé à la publication par le célèbre Random House, d'autre part, et ce sont les opinions religieuses qui y figurent qui amènent les gens à réfléchir au rôle que joue la religion dans les problèmes de santé mentale. Parker est qualifié de prophète par ses admirateurs, mais certaines personnes le traitent d'hypocrite parce qu'il enseigne aux gens à s'autodiscipliner en tant que mentor spirituel dans le livre, mais il ne peut pas le faire lui-même. Il boit de l'alcool, fume de la marijuana, des relations extra-conjugales, des accords avec les membres de la famille, etc. Bien que cela semble simplement montrer que la vie est pleine de difficultés et que le voyage vers la maturité mentale est tortueux et difficile, et que même les mentors spirituels ne peuvent pas aller très loin, l'explication de Parker à ce sujet est peut-être plus significative. Il a dit qu'il n'est pas un dieu, mais un être humain. Ils ont leurs propres défauts et les écrivains expriment souvent leurs souhaits dans leurs livres. En d'autres termes, même s'ils ne pouvaient pas appliquer les méthodes mentionnées dans le livre, c'était ce qu'ils voulaient faire. C'est la fin de ce programme. Quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.